Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse ce matin relève la place stratégique du Maroc dans la diplomatie mondiale. Oui, dans un monde où les équilibres bougent vite, où la diplomatie est de plus en plus fragmentée, parfois inaudible et où les alliances traditionnelles se fragilisent, le Maroc semble avoir fait un choix clair, ne plus seulement s'adapter à l'ordre mondial, mais y peser, adopter une diplomatie indépendante où il ne fait pas que gérer ses relations, mais où il les façonne. Et à Davos, le desk rapporte que sur instruction royale, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a signé la charte constitutive du nouveau Conseil de paix proposé par les États-Unis. Le Maroc fait partie des tout premiers pays à dire oui, c'est un signal fort. Le royaume s'installe donc dans un espace diplomatique restreint, là où se discutent désormais certains dossiers stratégiques qui vont peser sur l'échiquier mondial. Et alors, la question se pose, qu'est-ce qui rend la diplomatie marocaine si singulière ? D'abord, elle se distingue par une capacité à rassembler qui assure sa crédibilité. Cela se lit très concrètement sur le continent africain. D'ailleurs, Industrie.ma annonce que le Maroc va accueillir à Tanger du 28 mars au 3 avril de cette année la 58e conférence des ministres africains des finances de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Un rendez-vous continental majeur qui confirme le rôle du Royaume comme plateforme africaine de dialogue économique et institutionnel. Et puis, il y a un autre élément hautement symbolique, mais tout aussi essentiel pour comprendre la place du Maroc aujourd'hui dans le monde, la parole de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À l'issue de la CAN, l'économiste rapporte un message du souverain qui dépasse largement le cadre du football. Dans un communiqué, il a félicité le peuple marocain pour ce moment historique, mais surtout, il en a profité pour rappeler quelque chose de beaucoup plus profond. Je le cite, « Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains, ni la coopération fructueuse construite avec les différents pays du continent. » Ce sont des mots forts dans un contexte où les émotions étaient vives. Et là, le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, choisit l'apaisement, la hauteur, le lien entre les peuples. Et c'est sans doute ça, aujourd'hui, la force du Maroc sur la scène internationale. Une diplomatie portée par une vision, incarnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui parle à son peuple, mais surtout qui parle aussi au reste du monde. Effectivement. La guerre au Soudan pourrait avoir des conséquences dans l'ensemble du continent cette fois. Oui, ce qui se joue aujourd'hui au Soudan, ce n'est pas seulement une simple guerre. Selon RFI, la Cour pénale internationale affirme désormais disposer de preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de la prise d'El Fasher au Darfour. La procureure adjointe de la CPI parle de massacres, de fausses communes, de tortures collectives. Des images satellites, des vidéos, des témoignages documentent une campagne organisée menée par les forces de soutien rapide contre des populations civiles. 65 ans après le Darfour des années 2000, les mêmes logiques de violence semblent se répéter dans un climat d'impunité que la CPI qualifie même d'effroyable. Et face à ces crimes, la diplomatie peine à suivre. Africa News rapporte que les États-Unis et l'Arabie Saoudite tentent de relancer une trêve humanitaire, mais le processus est fragile, presque bloqué. Les cessez-le-feu annoncés n'ont jamais tenu dans la durée. Les négociations menées par le Quad, qui réunissait l'Égypte, les Émirats arabes unis, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, sont aujourd'hui au point mort. Et pendant ce temps, la guerre continue. Plus de 11 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts et une crise humanitaire que l'ONU qualifie de pire au monde. Mais surtout, cette guerre ne reste pas confinée au Soudan. APA News montre comment le conflit déborde déjà sur les pays voisins. En République centrafricaine, la ville de Birao est sous pression. Des dizaines de milliers de réfugiés soudanais ont franchi la frontière, bouleversant un équilibre local déjà fragile. L'accès à l'eau, à la terre, à l'aide humanitaire devient une source de tension entre réfugiés et population haute. Et même les casques bleus de la MINUSCA peinent à contenir les effets collatéraux de cette guerre importée. Le conflit soudanais devient ainsi un facteur direct d'instabilité régionale. Et pour l'observateur, le Soudan n'est pas une guerre lointaine, c'est un avertissement stratégique pour l'Afrique et par ricochet pour l'Europe. Le conflit montre comment l'effondrement d'un État peut devenir une plateforme durable pour l'idéologie terroriste radicale, les réseaux armés, les ingérences extérieures. L'article insiste sur un point clé. La frontière entre forces régulières et milices idéologiques est devenue floue, ce qui rend la guerre structurelle et non plus temporaire. Ce qui se joue au Soudan, écrit l'Observateur, c'est la capacité
du continent africain tout entier à empêcher qu'un pays ne se transforme en foyer durable d'instabilité aux conséquences bien au-delà de ses frontières. On parle à présent d'énergie, l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'intelligence artificielle et qui devient un enjeu politique. Tout à fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme une révolution technologique, mais l'IA est aussi devenue un enjeu énergétique majeur et donc politique. Selon les Nations Unies, la demande mondiale d'électricité va exploser d'ici 2035, portée en grande partie par les centres de données qui font tourner l'IA. Un seul data center de taille moyenne consomme autant qu'une ville de 100 000 habitants, c'est énorme. Et chaque requête, chaque recommandation, chaque calcul consomme de l'énergie. Résultat, les États doivent désormais choisir entre alimenter l'IA tout en évitant d'aggraver la crise climatique. Et selon Reuters, l'intelligence artificielle est en train aussi de devenir un sujet politique à part entière aux États-Unis, jusque même à s'inviter dans les élections de mi-mandat de 2026. Reuters rappelle que les prix de l'électricité ont augmenté de près de 40% entre 2020 et 2025 et que la demande énergétique des centres de données liés à l'IA pourrait bondir de 130% d'ici 2030. Résultat, dans plusieurs États, des candidats font campagne sur la promesse de geler les factures d'électricité ou d'obliger les grandes entreprises technologiques à payer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques. Et le New York Times, cette fois-ci, illustre parfaitement ce dilemme énergétique avec le cas du Japon. Face à la montée en puissance des besoins énergétiques, notamment liés au numérique et donc à l'IA, Tokyo a relancé l'une des plus grandes centrales nucléaires du pays, Fukushima, restée à l'arrêt depuis la catastrophe de 2011. Mais hier, quelques heures seulement après son redémarrage, un incident technique a forcé l'arrêt du réacteur. Pourtant, le New York Times rappelle aussi que 60% des habitants de la région restent opposés au nucléaire. Et ce que montre cet épisode, c'est que le besoin énergétique lié à l'IA pousse les États à revenir vers le nucléaire sans que le consensus social suive toujours. L'IA accélère les décisions, mais ravive aussi les traumatismes du passé. Et de son côté, les inspirations éco mettent en avant une approche différente discutée lors du WAM Morocco 2026 qui a eu lieu cette semaine à Casablanca. L'idée n'est pas de choisir entre IA ou transition écologique, mais de penser les deux ensemble. L'article explique que la croissance des data centers et des usages de l'IA impose une forte demande énergétique, que le Maroc mise sur l'intégration du solaire et de l'éolien dès la conception des zones industrielles. L'IA devient alors un outil pour optimiser les consommations, réduire les pertes et renforcer la souveraineté industrielle. L'enjeu est stratégique, produire localement, héberger des données souveraines, limiter la dépendance énergétique et surtout éviter que l'IA ne devienne une source de vulnérabilité économique. Alors là où certains pays reviennent au nucléaire dans l'urgence, le Maroc, lui, tente de construire un modèle où l'énergie renouvelable, industrie et IA avancent ensemble de manière plus progressive, plus maîtrisée. Et pour conclure, derrière l'IA, c'est bien l'énergie qui décide du futur politique. Ouais, et avec un mix énergétique au Maroc qui dépasse maintenant les 50% et ça ne fait que progresser. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2026. Quel autre 23 janvier avez-vous choisi dans l'histoire ? C'est le cours d'histoire, parce que c'est le vendredi. Ah bah oui, alors, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Et je vous emmène au 23 janvier 1721, où le Maroc et la Grande-Bretagne signent un traité de paix et de commerce. C'est un texte discret, mais dans un moment décisif, car à l'époque, nous sommes au début du XVIIIe siècle, l'Europe s'étend, les empires avancent, et Gibraltar vient tout juste de passer sous contrôle britannique. Pour Londres, tenir le rocher sans le Maroc est impossible, pas d'eau, pas de vivres, pas de survie donc. Et pour le sultan Moulay Ismail, l'enjeu est clair, commercer sans se soumettre, coopérer sans disparaître. Aussi, pendant 2 siècles, la Grande-Bretagne fera le choix de soutenir l'indépendance du Maroc quand le reste du continent tout entier tombe sous la domination coloniale. Le royaume ne sera jamais un protectorat britannique. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une diplomatie marocaine
ancienne, patiente, stratégique. Et l'histoire, parfois, aime les lignes droites. En juin 2025, Londres reconnaît également le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, saluant une solution réaliste et crédible. Et oui, on croit souvent que la diplomatie se joue dans l'instant, mais entre le Maroc et la Grande-Bretagne, deux monarchies anciennes, elle s'écrit lentement, dans la durée, la mémoire et l'art rare de durer royalement. Et ça continue. Et ça continue. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse.